C'est avec une grande émotion que je vous annonce la sortie de mon nouveau livre « Dois-je changer de métier pour être aligné avec mes besoins ?» Un guide ludique, rempli de bonnes questions à se poser et d'exercices concrets pour t'aider à reprendre les rênes de ta vie, arrêter de subir et choisir. Et pour fêter le lancement, la version Kindle est à mini prix pendant quelques jours. J'ai hâte d'avoir vos retours, j'espère de tout cœur qu'il vous plaira. Pour le retrouver, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co, je vous mets le lien. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, experte rescapée du burn-out et fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi t'accompagne à écouter ta petite voix grâce à un ensemble de contenus. Grâce à ce podcast, avec des témoignages authentiques et sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. Grâce au bilan de compétences et de besoins pour trouver ton alignement, finançable avec ton CPF. Et un ensemble de livres, de conférences et une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager le témoignage de Colline. Cette grande chef m'a accueillie dans son restaurant. Vous entendrez peut-être la mise en place du service. À 14 ans, à la grande surprise de tout son entourage, elle décide de faire un bac hôtellerie-restauration. Suite à son premier stage, elle confirme qu'elle est à sa place dans les cuisines. Elle va avoir une carrière hors du commun en travaillant pour les plus grands, dont Éric Fréchon, au Bristol. Alors qu'elle devient maman, elle quitte sa place dans une brigade pour devenir chef à domicile. On peut croire que c'est le même métier, mais non, elle n'était pas alignée. Elle se dit qu'elle n'a plus rien à perdre et s'inscrit à Top Chef, où elle finira à la 2e place lors de la finale. Ce tremplin lui a permis d'ouvrir son premier restaurant, puis d'ouvrir Signature, où elle va recevoir une première étoile, quelques mois après son ouverture. Parce que Colline est une femme déterminée et ambitieuse, elle abandonne son étoile pour reprendre une institution marseillaise, l'Épuisette, qui va devenir Au Faux. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Colline Folquier. Bonjour Colline. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît? Alors moi j'ai choisi un couteau suisse. Parce que le couteau, c'est vraiment ce qui me représente. Couteau suisse, je pense que ça représente beaucoup ma polyvalence. D'ailleurs c'est marrant parce que quand on vient dans ton restaurant, t'as les couteaux marqués à ton nom. Oui, c'est quelque chose qu'on a fait il n'y a pas très longtemps avec la maison Ambroisie, enfin la coutellerie du panier à Marseille. Parce que j'avais vraiment envie d'avoir un couteau un peu significatif. Donc en fait c'est un couteau qui a la forme, enfin la lame est de la forme du couteau de Bourgogne, donc c'est mes origines, avec du bois d'olivier. Trop chouette. Voilà. Ce qui est un beau croisement du coup entre ta vie de maintenant à Marseille et tes origines bourguignonnes. Exactement, oui, c'est vraiment le but d'avoir une pièce maîtresse pendant le repas qui représente un petit peu, je vais pas dire mon histoire, mais un petit peu quand même. Est-ce que tu peux nous parler d'ailleurs de là où tu as grandi? Alors moi j'ai grandi en Bourgogne, dans un corps de ferme, dans un petit hameau qui s'appelle Cusy, vraiment perdu dans le Morvan, dans la Nièvre. J'ai grandi pas vraiment puisque j'en suis partie, j'avais 6 ans et je suis venue en Provence, donc dans le Vaucluse, au pied du Mont Ventoux, où j'ai fait mon collège à Vaison-la-Romaine, puis mon école hôtelière à Avignon. J'ai passé mon bac à Marseille parce que c'était notre centre d'examen et en fait j'ai découvert Marseille vraiment à ce moment-là, donc entre 17 et 18 ans, et j'ai eu un vrai coup de cœur. Je suis un peu tombée amoureuse de la ville, et après ma sœur faisait ses études, donc j'y venais quand même souvent. Donc voilà, et après je suis partie un peu à droite à gauche, j'ai fait un BTS à Montpellier, après je suis partie à Paris faire mes études, donc une école supérieure de cuisine, l'école Grégoire-Ferrandi, et après j'ai un petit peu travaillé à Paris, et dès que j'ai pu, je suis revenue m'installer à Marseille. Ouais, quand on goûte le soleil, on revient. C'est même pas le soleil, mais c'est vrai que le fait d'être partie à 6 ans de Bourgogne, mon empreinte elle est vraiment en Provence, donc c'est vrai que je me sens bien plus du sud que du nord. Ouais. Et t'étais quel type de petite fille? Alors j'étais une petite fille assez dynamique, on faisait beaucoup de choses, du piano, de la guitare, je faisais l'école de cirque, j'ai fait l'école de cirque pendant 12 ans, c'était génial, pas mal de hip-hop, pas mal de rock acrobatique aussi avec ma sœur, voilà, je faisais beaucoup d'activités, j'avais quand même pas mal d'énergie et j'étais une petite fille très décidée, très organisée, très... Voilà. Quand j'écoute ma mère, apparemment jusqu'à 3 ans, j'étais un peu un boucan. Et à 3 ans, je me suis un peu calmée. Et c'est vrai que j'ai été la plus... moi, j'ai 2 grandes sœurs et j'ai été la plus décidée, quoi. Déterminée. Voilà, déterminée. Ouais.
Et quand tu étais petite fille, c'était quoi tes rêves? Alors, je sais pas si je me souviens pas d'avoir eu des rêves de petite fille. En fait, très vite, la cuisine est venue. J'avais 14 ans, hein, donc on est petite fille, hein, à 14 ans quand même. Hein, on est pré-ado même. On est ado même maintenant, parce ouais, que maintenant, dans la mais les temps ont changé, c'est Ouais. vrai. Mais j'avais pas trop de rêves de petite fille. Je suis un peu du genre à vivre les choses comme elles sont Il n'y avait pas de actuellement. magazine où tu disais quand je serai grande, je serai danseuse de hip-hop, justement, comme tu dis. Non, j'aimais beaucoup de choses. Mm. J'aimais bien découvrir. J'aimais bien faire des choses à l'extérieur. J'aime beaucoup, effectivement. On est très très proches avec mes sœurs, donc c'est vrai qu'on passait beaucoup de temps ensemble. On a toujours fait beaucoup de ski, donc c'est vrai que le ski, ça a toujours été quelque chose de très familial et c'était vraiment l'activité pendant les vacances. On a un petit chalet à Vars, donc en fait, on avait un forfait à l'année. Donc tous les week-ends en hiver, on était au ski. Donc voilà, j'ai toujours été plutôt sportive. Après, j'ai fait un peu de boxe, mais j'avais pas un rêve en particulier. Mais après, la cuisine est venue assez vite, hein, à 14 ans. Du coup, comment c'est arrivé la cuisine dans ta vie? La cuisine, c'est arrivé un peu comme ça, sans. Je sais pas vraiment en fait d'où ça m'est venu. Au moment de m'inscrire au lycée, quand j'étais en troisième, ma mère m'amène le dossier d'inscription et là je lui ai dit non, mais je veux pas aller dans un lycée normal, j'aimerais bien faire une école de cuisine. Donc, C'est sorti de nulle part, il y avait c'est pas. un peu sorti de nulle part. J'avais pas une passion dévorante pour la cuisine avant ça. Ma mère a toujours été une très très bonne cuisinière, mon père aussi d'ailleurs, parce que on a la chance d'avoir grandi avec un potager, des bons produits. Donc je pense que en fait cette empreinte-là au niveau du terroir, ça m'a un peu marqué quand même. Ça a vraiment marqué mon enfance. Mes parents à l'époque, il y a très longtemps, ils exploitaient un peu la ferme, donc on avait des poules, des moutons. Donc je pense que en fait c'est sûrement ça qui m'a fait avoir une approche Sur le produit. Et sur le fait de bien manger, sur le fait de voilà. Je pense que ça vient de là. Ils faisaient quoi comme travail tes parents? Ils font d'ailleurs tout. Alors rien à voir, ils étaient dans le social. Mon père était directeur adjoint d'un foyer d'insertion et ma mère, pareil, était dans le social. Elle travaillait avec des enfants handicapés et puis après, elle est venue quand elle est atterri dans le sud, elle est devenue agent immobilier. D'accord. Elle vendait des domaines viticoles du côté de Gigondas. Donc un peu Rien à voir. Ouais. Rien à voir, mais bon, c'est aussi, je pense. L'orientation vers ce métier, c'est d'une part, je pense, cette accroche avec le produit et aussi peut-être par rapport au social, parce que c'est un métier quand même où... On va le dire, on est dans tes cuisines et donc du coup, il y a un petit peu de bruit, mais c'est le concept quand on interviewe des grands chefs. Voilà, c'est la joie du lundi matin à 8h48. C'est ça. Ils font déjà du bruit avec les casseroles. Non, mais je pense que voilà, le fait d'être dans ce milieu-là aussi, d'aider les autres, d'avoir une attache à l'humain, ça je sais que ça vient de mes parents et c'est très important pour leur moi. Faire plaisir. Ouais, et puis même mes parents m'ont toujours dit il y a du bon dans chacun, donc il faut accepter les autres comme ils sont, il faut être tolérant, et je pense que dans ce métier aujourd'hui on a besoin aussi de ces qualités-là. Je pense que au niveau managérial il y a beaucoup de choses qui changent et moi ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué aussi. Et donc du coup quand tu dis ça à ta maman, comment elle réagit? Sur le coup elle était un peu surprise. En fait j'avais un ami d'enfance justement, le fils du patron de mon papa, qui était en école hôtelière, donc qui était un peu plus âgé que moi. Et en fait, c'est lui qui m'a dit un jour, mais moi, je fais une école où j'apprends à faire la cuisine. Et je me suis dit, putain, mais je savais même pas que ça existait, quoi. Donc, du coup, quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit, oui, ok, mais pourquoi? Et du coup, elle s'est renseignée assez rapidement. Et en fait, elle est revenue avec un dossier de l'école hôtelière d'Avignon, donc journée portes ouvertes. Et avant d'intégrer l'école, en fait, il nous faisait faire un stage d'1 mois. Okay. Donc, au moins, ça permettait de valider que tu étais dans la bonne direction. Ouais. Exactement. Donc, du coup, ma mère s'est dit, bon, en fait, on verra bien. Elle va faire ce stage. Et puis, je pense qu'à la fin du stage, elle me dira, bon, finalement, c'est pas ça que je veux faire, quoi. C'est top parce qu'il y en a plein. Là, typiquement, j'ai interviewé la semaine dernière David Péroul. Bon, il est beaucoup plus vieux que toi. Mais lui, il a fait 2 ans d'apprenti pâtissier. Oui. Et au bout d'1 an et demi, il s'est dit, mais c'était l'angoisse. Il avait la boule au ventre tous les dimanches soirs. Ah ouais. Et il s'est dit, il disait, bon, il n'est pas manuel et tout. Il dit, mais c'est pas du tout ma place. Donc, il a repris ses études parce que c'était pas du tout ça. Mais c'est fou c'est génial de dire que maintenant, ils te permettent de faire un stage pour valider que c'est quelque chose qui te correspond. Oui, je pense que c'est très bien. Je pense que c'est très bien parce que en fait, à 14-15 ans, on est jeune. Moi, j'ai eu 15 ans en mai et j'ai fait mon stage en juin. Et à 15 ans, en fait, on est des bébés. Enfin, je vois mon fils qui a 11 ans, je me dis, pétard, c'était 4 ans après. Je le vois pas prendre une décision sur son cursus, ni scolaire, ni professionnel, quoi.
Donc après, c'est vrai que j'ai toujours été très persuadée de ce que je faisais et de ce que je disais, quoi. Enfin, j'étais pas du genre. T'avais une force intérieure qui savait que c'était ça, quoi. Ouais, je pense. Et puis je suis quand même quelqu'un qui est assez droite quand j'ai une idée dans la tête. Voilà, je l'ai pas ailleurs, quoi. Donc ça se passe comment, ce stage ça se passe très très bien. J'étais au Mesclin, c'est un petit restaurant à Séguré, dans un village classé dans le Vaucluse, avec Christophe Bonzi. Et en fait, j'étais seule avec lui en cuisine. Et en fait, il m'a fait adorer la cuisine. J'avais demandé à l'école de faire une dérogation pour pouvoir travailler le soir. Donc ma mère, elle s'était dit mince. Moi qui pensais qu'elle allait du coup me dire bon finalement je veux pas faire ça. En fait pas du tout. Ça a fait un peu l'effet inverse. Et je pense que ce stage-là était vraiment décisif pour la suite de ma vie et de ma carrière. Parce que si j'étais tombée chez un chef qui m'avait dégoûté de la cuisine, j'aurais jamais fait ça. Donc je dois beaucoup à ce monsieur, à Christophe Bonzi et Lucie, sa femme. C'était vraiment une petite maison. Il m'emmenait à métro, il m'emmenait voir des producteurs. Enfin, il m'a vraiment fait découvrir le monde de la cuisine et vraiment c'était carton plein. Trop chouette. Et donc du coup, comme tu disais, tu es allée à Paris, tu avais fait l'école Ferrandi. Ouais. Pourquoi du coup tu as continué les études, parce que tu n'étais pas obligée? J'étais pas obligée. À l'époque, j'étais avec un jeune homme qui s'appelait Lucas, qui a eu un très beau parcours lui aussi. Et lui, en fait, intégrait Ferrandi quand moi je commençais mon BTS à Montpellier. Donc j'étais dans un très bon resto en alternance à la réserve Rimbaud chez Charles Fontès. Mais en fait, la formation de BTS, ça me convenait pas trop parce que je revoyais énormément de choses. Moi, j'ai fait un bac techno, hôtellerie-restauration. Donc j'ai passé un BEP en candidat libre parce que c'était facile, parce que j'avais déjà passé les épreuves théoriques. Donc ils m'ont fait passer que la pratique. Mais c'est vrai qu'après avoir eu un bac techno et un BEP, je me disais que... Enfin, moi, j'aime bien quand même avoir une culture un peu générale développée. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est nécessaire quand on est chef parce qu'on est beaucoup dans l'image. Et on doit, je pense, donner des exemples aux plus jeunes. Et par exemple, ici, j'ai jamais pris des contrats en CAP parce que je trouve qu'ils sont trop petits et qu'il faut rester quand même un petit peu à l'école. Même si moi, j'ai été beaucoup en apprentissage, je trouve que l'apprentissage, c'est vraiment ce qui est le plus formateur. Mais ici, j'ai pris que des BTS parce que je trouve qu'il y a une certaine maturité quand même qui est importante à avoir. Et en fait, après mon bac, quand j'ai fait mon BTS, j'étais un peu déçue de la formation, même si j'étais dans un super resto avec une super équipe. Et mon chef avait fait Ferrandi quelques années avant. Et en fait, c'est lui qui m'a dit, franchement, Colline, tu vas te régaler. Donc mon conjoint, mon chéri de l'époque, mon amoureux, y était. Et en plus, mon chef l'avait fait. Donc en fait, j'ai passé les tests d'entrée. Et du coup, j'ai commencé à Paris. Ouais. Et petite question je me posais, quand tu étais petite, tu cuisinais? Pas plus que ça, en fait. Ouais. Pas plus que ça, mais j'étais pas très intéressée par la cuisine en elle-même, mais j'ai toujours bien mangé, quoi. Enfin, j'ai toujours vu ma mère cuisiner, j'ai toujours vu ma grand-mère. Je passais toutes mes vacances d'été beaucoup chez ma grand-mère qui est à Royan, donc sur la côte atlantique, et on allait au marché aux poissons. Enfin. J'ai toujours vu beaucoup de produits en fait. Okay. Moi, j'ai pas beaucoup cuisiné, mais par contre, à partir du moment où j'ai choisi de faire l'école hôtelière, oui, là, je me suis mise à cuisiner beaucoup. Donc, en tout cas, s'il y a des parents, parce que typiquement, je pense à ça, mon fils me dit qu'il veut être chef, mais il cuisine jamais. Et du coup, j'ai dit, mais chaton, aussi, il a 13 ans. Je dis, si tu cuisines pas, mais bon, comme quoi, il n'y a pas de. Non, ça peut venir après, parce que. Et puis d'ailleurs, ceux qui cuisinent très jeunes. Ça veut pas forcément dire qu'ils deviendront chefs aussi. Ça peut rester une passion. Et moi, je pense qu'il y a une certaine maturité à avoir avant de savoir qu'une vocation, c'est une vocation. Oui, avant de le ressentir. Et moi, j'ai pas l'impression d'avoir commencé trop tard. Hein. Enfin, à 15 ans, on est quand même encore des bébés. Et du coup, j'ai pris un appartement en plus à Avignon. Donc, c'était un vrai choix de vie. Ma mère m'a dit, ok, mais l'école hôtelière, elle est trop loin. Il faut que tu habites à Avignon. Donc, j'ai pris un appart à 15 ans. Donc, tu étais toute seule à 15 ans? J'étais avec ma cousine. Okay. En coloc avec ma cousine qui était un peu plus âgée que moi. La première année, et après la première année, la deuxième année j'ai vécu avec mon meilleur ami, et après la troisième année j'étais toute seule, mais j'étais un peu plus âgée, j'avais 17 ans, mais bon, 17 ans ça reste encore... tu restes encore hyper jeune. Ouais, puis Avignon, enfin mon père était encore en Bourgogne, ma mère était dans le Vaucluse, donc à 1h30 de route, voilà, c'était vraiment un choix de vie, et j'ai jamais regretté. Il n'y a pas un seul matin où je me suis levée la boule au ventre. Ouais. Trop chouette. Tu n'as pas la peur du dimanche soir? Non, pas du tout. J'ai plutôt l'excitation du dimanche soir. Trop chouette. Et du coup, quand tu finis tes études, qu'est-ce qui se passe? Quand je finis mes études, donc je suis diplômée de l'école Ferrandi en mars 2011. Parce qu'en fait, à Ferrandi, à l'époque, c'était 1 an d'apprentissage. Donc moi, j'ai eu la chance de faire cette année chez la Serre, avec le chef Jean-Louis Nomikos, qui est marseillais d'ailleurs. Et ensuite, c'était 6 mois d'école, 6 mois de stage. Et encore la deuxième année, pareil, 6 mois d'école, 6 mois de stage. La première année, je suis partie chez Olivier Nasty, qui est meilleur ouvrier de France, qui est en Alsace.
C'était génial, c'était un super stage. Je pense que Olivier Nasty, pour le coup, lui, il m'a vraiment donné l'envie d'être chez moi, d'être chef propriétaire. Ok. Parce que quand il racontait son histoire, il a commencé petit en achetant un petit hôtel, il a revendu, il a acheté plus gros et en fait il s'est développé vraiment seul avec sa femme et son frère aussi qui a fait partie de l'histoire. Et ça m'a vraiment donné envie. Il avait pareil une approche avec les produits qui était magique. Il nous emmenait dans la forêt pour découvrir les herbes sauvages. Enfin, j'ai vraiment appris énormément de choses pendant ce stage-là. Et après, mon deuxième stage, je l'ai fait au Bristol avec Eric Fréchon. Parce que je voulais vraiment faire une grande maison parisienne, vu que j'étais pas vraiment de Paris, puis que je savais que j'allais pas y rester longtemps, parce que bon, le sud, ça nous manque quand même assez vite. Du coup, je suis partie au Bristol et après, je suis restée en tant que salariée. Trop chouette. Donc, fin de mes études, voilà. J'ai continué mon contrat en fait au Bristol. Et donc à la fin du Bristol. Et à la fin du Bristol, quand j'ai dit au chef que je voulais revenir dans le sud, je me rappelle très bien, il m'avait convoqué dans son bureau, je lui ai dit mais chef, je quitte pas le Bristol, je quitte Paris. Il m'avait dit oui mais bon, mais bon dans ma tête c'était important. Enfin. C'était vraiment ça, quoi. Parce qu'au Bristol, je pense que j'aurais pu y rester des années parce que je pense que c'était ma plus belle expérience. Très formatrice, c'était très carré, c'était une organisation. Puis moi, j'aime bien ces grosses brigades où on est nombreux, où il y a le coup de feu. Enfin, je sais pas trop comment l'exprimer. Il y a une vraie ambiance. Ouais, il y a une vraie ambiance. Et puis même, j'aime le côté élitiste de ces lieux-là, quoi. Donc, quand j'arrivais le matin, je me rappelle très bien, tous les matins, j'arrivais, je me disais, putain, je travaille au Bristol, quoi. Enfin, je trouvais que c'était waouh. Ah, bah, c'était ça génial. impose, quoi. Ça impose, et puis même, c'est une vraie institution. Oui, c'est une institution, et puis que ce soit au niveau de l'équipe, enfin, franchement, on avait une super équipe, je m'entendais très bien avec tout le monde, surtout avec mes chefs de partie, mais c'était vraiment une expérience où il y avait zéro angoisse, jamais, quoi. Ouais. Donc, c'était top, et du coup, le chef m'a envoyé chez Christophe Baquet au Castellet. Parce que justement il m'a dit bah ok tu vas aller dans le sud, mais c'est vrai que c'était un peu bouché à l'époque, hein. Ça, je vous parle de ça, c'était en 2011 du coup, enfin non 2012 et à l'époque on est allé à Marseille, il y avait une table au sud avec Lionel. Et encore il était en train de passer la main à Ludo qui a repris en 2013 si je dis pas de bêtises. Et il y avait le petit Nice. Donc Alex n'avait pas encore ouvert, Saison n'existait pas. Alex qui est Alexandre Mazia, je vous recommande. Pas de souci. Je vous recommande l'interview sur le podcast parce qu'il a un parcours incroyable. Ouais, lui, c'est une belle personne. Donc du coup il m'a dit bah ok l'hôtel du Castellet chez Christophe Baquet. Donc c'est vrai que quand j'y suis allée pour voir, je me suis dit waouh super. En fait j'avais pas envie de quitter le Bristol et d'aller dans quelque chose qui était moins bien en qualitatif. Parce que je pense que j'avais commencé vraiment un parcours qui me plaisait, donc j'avais envie de rester dans ce côté-là, quoi. Donc pareil. Tu es resté combien de temps? J'y suis restée un peu plus d'une saison parce que je suis tombée enceinte et que en fait à l'époque, je sais pas si ça marche comme ça encore maintenant, mais c'est des CDD. Donc en fait j'arrivais à la fin de mon CDD, je me suis dit je vais pas leur dire que je rempile sur un CDI alors que je sais que je suis enceinte et que c'est pas très sympa, quoi. Donc c'est vrai que Christophe Baquet n'a pas trop compris mon départ au début. Maintenant on s'entend quand même relativement très bien, il a été adorable, il m'a un peu pris sous son aile quand même après tout ça, parce que quand on s'est recroisés, il a été jury d'un concours, président d'un concours qu'on a fait là avec le concours de Gilles Goujon de la meilleure brigade de France il y a 2-3 ans et que vous avez gagné. On a fini deuxième. Mais bon, moi, la deuxième place, finalement, oui, c'est celle qui me va, ouais. Donc voilà, mais avec Christophe Baquet, c'était pareil, je m'entendais bien avec lui parce que je pense que j'admire beaucoup les gens chez qui je vais travailler et ça, c'est important pour les jeunes, je le dis aussi pour les jeunes, c'est très très important d'admirer en fait les chefs vers qui vous allez, quoi. Ouais, et puis même dans l'univers professionnel, admirer son boss, c'est essentiel. Moi, je sais que j'ai été salariée pendant très longtemps. Et en fait, quand tu te lèves le matin et que tu vas bosser pour quelqu'un ou que tu n'admires pas... Alors, ça n'a jamais été les fondateurs, parce que j'ai toujours admiré les fondateurs. Mais par contre, je me suis retrouvée avec des managers que je n'avais pas choisis. Et là, tu te dis, mais si tu l'admires pas, tu peux pas donner en fait le meilleur de toi-même pour quelqu'un que tu n'admires pas, quoi. Non, et moi, je me le dis souvent. Je me dis souvent de mon équipe que c'est quand même fort aujourd'hui de te dire que y a des gens qui se lèvent le matin pour venir travailler pour moi, quoi. C'est ça. Je trouve que c'est assez magique. Mais bon, là, on est lundi matin, maintenant un peu plus de 8h30. On voit qu'il y a une vraie ambiance dans tes équipes, qui sont contents d'être là. Oui. Après, je pense que c'est ce que je disais au niveau managérial, il y a un vrai pas en avant aussi. Moi, j'ai 35 ans, bientôt 36 d'ailleurs. Et je pense que c'est à nous, cette génération-là, de faire aussi un peu changer les choses par rapport à ce que nous, on a pu vivre et encore. Moi, je pense que ma génération, on est un peu passé entre les gouttes. Mais quelques générations avant, en cuisine, c'était dur et on le sait. Et c'était beaucoup de
C'était beaucoup d'irrespect, beaucoup de voilà, le coup de feu, quand le chef dit quelque chose, c'est oui chef. Enfin, je pense qu'il faut avancer là-dessus. Être maman et chef, ça se passe comment? Être maman et chef, alors je sais que je suis pas la seule femme à faire ce genre de choses. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas chefs, mais qui ont une vie professionnelle très prenante et qui sont partout. Mais c'est vrai que c'est très particulier parce que c'est un métier où le soir on n'est pas à la maison. Donc c'est important aussi d'être bien entouré dans la vie privée parce que moi je pense que mon conjoint il accepte beaucoup de choses et c'est pas donné à tout le monde finalement d'avoir un homme qui surtout quand c'est inversé en fait, surtout quand c'est une femme qui est pas là le soir, donc c'est un peu compliqué de gérer les enfants, mais il le fait très bien. Mais c'est vrai que oui, c'est important d'être bien entouré parce que d'être maman et d'être chef, de base sur le papier c'est deux choses qui vont pas ensemble quoi. Donc, et puis moi j'ai le problème d'être assez ambitieuse quand même aussi, donc pour moi ne pas être étoilée, ne pas être dans l'élitisme, ne pas aller aux soirées un peu le magazine Le Chef, le Goemio, le Michelin, enfin tout ça c'est des choses qui sont hyper importantes à mes yeux et c'est pas pour nourrir un ego, je pense que c'est un métier où on se donne beaucoup et je pense que c'est une reconnaissance de ses pairs aussi qui est importante. Moi j'ai jamais aimé décevoir les gens, c'est quelque chose qui est hyper important chez moi, que les gens m'apprécient à mes vraies valeurs. Et du coup, c'est vrai que il faut se donner quoi. Il faut se donner dans ce métier. Oui, comme tu disais, maintenant il y a une vraie, il y a un vrai enjeu d'image qu'il n'y avait pas à l'époque. Ouais, il y a un vrai enjeu d'image et puis après c'est chacun qui le vit comme il l'entend. À Marseille, il y a beaucoup de femmes qui sont à leur compte, qui sont chefs. Mais finalement, en étoilée, j'ai toujours été la seule et je pense que c'est parce que aussi. C'est prenant quoi. Enfin, l'étoilé, vous êtes obligé d'être là tout le temps. Mon fils a été pas mal malade sa première année et c'est vrai que on a passé pas mal de temps à l'hôpital et en fait j'ai fermé. À chaque fois j'ai fermé. Jusqu'au moment où je me suis dit mais je peux plus fermer. Il faut que ça reste ouvert quoi. Mais du coup je demandais à mon directeur de salle de bien expliquer aux clients que si j'étais pas là c'est parce que mon bébé avait quelques problèmes de santé. Mais c'est bête, on a l'impression qu'il faut se justifier tout le temps. Si on n'est pas dans notre cuisine. Mais après c'est ce côté élitiste aussi. Si demain j'avais un bistrot, que je sois là ou pas, il y aurait pas de sujet. Donc là, tu sors, t'es enceinte, t'as ton premier bébé. Là, tu te dis, bon, ok, je retourne pas au Castellet, c'est pas possible. C'est surtout que j'avais un peu plus ma place puisque j'avais terminé mon CDD et que en fait, ça tombait bien parce qu'on faisait quand même pas mal d'heures et un premier bébé, c'est toujours un peu flippant. Donc du coup, j'ai pris le temps de faire ma grossesse et puis c'est vrai que quand j'ai accouché, je me suis dit, mais mince, en fait, ma vie aujourd'hui, elle est quoi ? Et c'est là où c'est un peu compliqué d'être maman, c'est parce que on se dit que oui, on a un rôle qui est quand même très important et qui est sûrement le plus beau du monde, mais moi ça suffisait pas à mon bien-être parce que en fait je me suis vraiment tellement construite avec la cuisine qu'il me manquait cruellement quelque chose quoi. Et puis attends, souvent il y a des gens qui disent non mais moi mon enfant me suffit, mais d'ailleurs moi aujourd'hui dans mon travail c'est d'aider les gens à trouver quelle est leur plus que leur passion, leur vocation, leur mission, leur raison d'être et qu'est-ce qui les anime. Et quand quelqu'un me dit non mais moi ma raison d'être c'est d'élever mes enfants, je leur dis non, en fait dans votre raison d'être il y a évidemment que ça fait partie de vous d'être une maman, mais il y a autre chose en plus parce que le jour où tes enfants ils s'en vont oui en fait c'est ça moi que je voulais pas rater entre guillemets. Bon après la cuisine c'est venu à moi tellement vite et tellement tôt que ça faisait partie de moi avant d'être maman. Mais c'est vrai que je me suis toujours dit que je serais maman. Il y a des femmes aussi, il y a beaucoup de femmes qui font ce métier et qui se disent qu'en fait un enfant c'est pas compatible. Moi je me suis toujours dit que je me donnerais les moyens d'y arriver, donc c'est ce que j'ai fait, mais c'est sûr que ça n'a pas été facile. En plus là, pour le coup mon grand je l'ai beaucoup élevé seul. Donc à l'époque j'avais ouvert donc après le Castellet, donc j'ai eu Enzo qui a 11 ans aujourd'hui. Et après ça, j'ai ouvert un petit truc de chef à domicile parce qu'en fait, je voyais pas comment je pouvais retourner travailler. Mon conjoint travaillait, enfin, c'était compliqué, quoi. Et je me suis dit, au moins, je vais pouvoir aménager un peu mes horaires, m'organiser sur les soirées que je fais à droite à gauche. Sauf qu'en fait, quand vous avez fait que des grosses maisons avec que des grosses brigades, très vite, je me suis dit, en fait, c'est pas ma place. Et puis, c'est horrible, mais je sais pas d'où ça vient vraiment ça, mais je pensais justement à tous ces chefs qui m'ont formée. Et je me disais, putain, mais Colline, mais s'ils te voyaient, mais ils seraient pas déçus. Mais je me disais, mais en fait, il faut que je leur fasse honneur. Enfin, je peux pas rester dans ce truc où je suis là dans ma cuisine à faire un repas pour 4 et à attendre chez le client qu'il déguste. Et je sentais que j'étais pas à ma place. Voilà. Et Top Chef est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe à ce moment-là.
J'en avais parlé avec une amie qui était à Ferrandi avec moi, qui m'a dit oui, mon beau-frère bosse à Top Chef, il cherche du monde, enfin il cherche des jeunes, t'as pas une idée? Je dis bah moi, elle me dit non mais Colline, ça fait un an que tu cuisines plus, laisse tomber quoi. Et là je me suis dit mais putain, mais non, en fait je suis pas sortie du truc. Donc c'était une grosse remise en question aussi, mais je me suis dit en fait j'ai rien à perdre. Donc je me suis inscrite sur un coup de tête. J'étais la première apparemment à m'inscrire, donc je guettais les inscriptions sur M6, sur le truc internet. Il n'y avait pas de pas de filon ni rien. Et en fait, je pense que ça a été un coup de poker, un coup de chance, parce que j'ai rempli tout de suite une case de profil qui a fait que en fait j'ai été prise. Et c'est vrai qu'en arrivant là-bas, je me suis dit waouh, en fait, je suis à Top Chef. Et vu que c'est une émission que je regardais pas trop, parce que je suis pas du tout génération télé. Enfin, j'ai grandi sans télé, donc j'avais regardé juste en 2013 parce que justement mon fils est né en 2013, donc j'étais pas mal à la maison. Et en fait, il y avait Nawel Daino qui était ma sous-chef au Bristol, donc j'avais pas mal suivi. Mais sinon, les autres saisons, j'ai vraiment pas trop regardé quoi. Et je suis pas une pro Top Chef du tout. Et d'ailleurs, les saisons d'après moi, je n'ai pas trop regardé non plus. Donc j'essaye, heureusement, Instagram nous renseigne un peu sur les gagnants et tout, parce que sinon je serais complètement larguée. Mais donc, souvent, on dit que les gens qui font des émissions de télé, c'est pas forcément des émissions qu'ils regardent, ou c'est pas... Ouais, non, mais moi, je suis pas du tout télé. Mais vraiment, c'est... Mais bon, en même temps, après, tant mieux, peut-être comme ça, t'es arrivé avec un regard neuf sur les choses et tu l'as vécu de façon différente aussi. Oui, et puis je pense que Top Chef, c'est tellement un tremplin qu'on s'en rend pas du tout compte quand on le fait, parce que quand on y est, c'est vraiment de la pression, c'est vraiment, c'est vraiment particulier ce concours. Et enfin, en tout cas, je parle de ça, c'était il y a 10 ans, bientôt, mais c'est vraiment particulier. Et quand je suis sortie de là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui m'arrive en fait? Parce qu'on se rend pas vraiment compte de la portée qu'a la cuisine, qu'a la cuisine et la télé d'ailleurs, parce que la cuisine aujourd'hui ça a une portée que ça avait pas à l'époque. Oui, puis là en plus c'est une émission quotidienne pendant je sais plus combien de semaines, mais donc ça c'était en 2015. C'est la saison 7. Tournage en 2015, saison 7, diffusion 2016. Et en fait, je suis allée jusqu'en finale. Et là, je me suis dit, waouh, mince, il faut que j'ai un resto, il faut que j'ai un lieu pour accueillir les gens, quoi. Donc, quand je suis rentrée du tournage, j'étais un peu sonnée par tout ce qui s'était passé, parce que je pensais pas du tout arriver en finale quand j'ai commencé le concours. C'est la question que j'allais te poser. Au fur et à mesure, t'as senti que potentiellement, t'avais... en fait, c'est même pas que potentiellement on sent qu'on peut aller en finale, mais c'est juste qu'on se laisse prendre au jeu en fait, et qu'un concours, c'est de l'adrénaline, et puis c'est de l'envie, voilà. Et je pense que j'ai quand même ce truc aussi au fond de moi d'être winneuse et de vouloir aller jusqu'au bout des choses, parce que je n'abandonne jamais pour le coup. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que j'y aille quoi. Donc au fur et à mesure où je me qualifiais, je me disais waouh. Pétard, j'ai passé une semaine de plus, il faut que j'arrive à faire la prochaine. Mais je pense aussi que c'est ce qui m'a permis peut-être d'aller aussi loin, c'est que j'avais rien à perdre et que du coup je me disais je suis là, mais voilà, je donne plus j'emmagasine de connaissances et plus j'apprends sur moi-même et plus c'est génial. Et en fait j'avais surtout envie de continuer ça, parce que je pense qu'à un moment j'ai vraiment switché au niveau du concours où je me suis vraiment dépassée, je suis allée vraiment dans le dépassement de soi. Philippe Etchebest a joué beaucoup aussi là-dessus, parce que c'est quelqu'un qui vous pousse vraiment à aller plus loin. Michel Saran lui m'a beaucoup rassurée, et t'as permis d'avoir confiance en toi. D'être rassurée, exactement. C'est pas encore gagné, mais c'est un travail d'une vie. C'est un travail d'une vie, exactement. Mais Michel Saran m'aide encore beaucoup quand même. Enfin, on s'appelle régulièrement. Donc oui, c'était vraiment une très belle expérience, en tout cas au niveau de l'humain, au niveau de l'accomplissement aussi de soi-même. Et je suis sortie de là en me sentant plus forte et en me disant il faut que je puisse accueillir des clients. Donc j'ai ouvert à l'époque un restaurant dans les quartiers nord, parce que c'est où j'avais fait mon petit labo de cuisine avec du coup le papa d'Enzo, de mon grand. Donc il a fait tout un aménagement pour faire une salle, et on a ouvert en mars 2016, donc pendant la diffusion de l'émission, parce qu'elle avait commencé, la diffusion c'était de janvier à avril. Donc en mars déjà on était bien avancé dans l'émission, et en fait les gens m'ont suivi. Oui, donc du coup t'as forcément... Et j'étais ouverte, donc en fait ça a été carton plein. Et puis du coup c'était super, mais c'est vrai que c'était un peu particulier quoi. L'après Top Chef, c'était waouh, je me suis pris une vague. Ouais, on n'imagine pas. J'avais interviewé, je l'interviewe régulièrement, Camille Perrotte, qui a gagné le meilleur pâtissier. Et Camille, elle était salariée, et en fait je la suis depuis depuis le confinement. D'accord. Et donc toute l'évolution de la fin de son CDI et tout. Et elle disait, on la reconnaissait dans le métro. Enfin, elle disait que ça a été. Elle disait qu'elle en voulait un peu à la prod de M6 de pas l'avoir préparée à ça en fait. Alors nous, la prod nous a quand même prévenu. La prod nous avait pris à part. Je m'en souviens quand on était en demi-finale avec Thomas Muller et Xavier Pincemin, et nous avait dit préparez-vous quand même, parce que Top Chef ça change une vie, et l'après Top Chef c'est important de bien le gérer.
Et moi, c'est ça qui m'était resté en tête. Bon, après, je pense que quand on vient d'un milieu modeste et qu'on n'oublie pas d'où on vient, c'est facile de passer l'après Top Chef. Mais je pense qu'effectivement, si vous n'avez pas un ancrage costaud et sain, c'est facile de vriller un peu quand même. Hein. L'effet télé, c'est très particulier. T'en as qui, de sa promo, après eux c'est différent parce que c'était pas des pros, donc du coup... Oui, alors que Top Chef, c'est que des pros. Oui, c'est ça. Et puis en plus, t'as ton coach qui est là pour t'aider aussi, tandis que là, t'es entre guillemets livré à toi. Et elle disait que pour certains, ça avait été hyper violent. Un tremplin, aujourd'hui, elle a une vie qu'elle aurait jamais eue sans le meilleur pâtissier, mais donc elle est trop contente de l'avoir fait, mais quand même, c'est des trucs où c'est à... je pense que c'est là que c'est important d'avoir des gens autour de soi qui gèrent plus ou moins la chose aussi, d'être bien entouré, c'est vraiment la clé de la réussite pour moi. Parce que même là, on a tourné l'émission là pour les 15 ans de Top Chef l'an dernier, et on voyait vraiment les anciens et les jeunes qui viennent de sortir. Et franchement, c'est deux mondes. Hein. Et moi, j'étais là, mais waouh, mais on n'est pas sur la même planète. Enfin, pourquoi ? Je pense que Top Chef a vraiment tourné un peu son éthique et son image sur la starisation de ces chefs-là, des jeunes chefs. Ouais. Et moi, j'estime que c'est un métier où on ne peut pas être des stars dans ce métier. Enfin, on peut pas être des stars parce que c'est un métier où il faut avoir beaucoup d'abnégation, il faut avoir beaucoup de niaque, c'est énormément de travail. Et je dis pas que les stars ne travaillent pas, attention, hein, que ce soit pas mal pris, mais je pense qu'on n'a pas le temps. Enfin, moi, je suis tous les jours dans mon resto, quoi. Et en fait, des fois, je vois des jeunes et je me dis putain, mais comment ils font pour gérer cette vie des réseaux, des télés, des machins et tout, alors que... le truc, c'est qu'après, ça perd dans la qualité. Enfin, tu vois, je vais pas citer le nom, mais à l'époque, à Paris, parce que j'ai vécu à Paris pendant très longtemps, j'allais chez un ancien de chez Top Chef, déjeuner régulièrement. Alors, c'était une espèce de sandwicherie, mais plus. C'était des brioches. Franchement, c'était hyper bon. Sauf que, à un moment donné, la qualité, elle a baissé jusqu'au jour où... Et parce qu'en fait, j'en avais parlé avec un chef qui m'a dit le truc, c'est qu'en fait, il est plus là. Hein. Il y a son nom son nom, mais il est plus là. Donc, à un moment donné, si t'es pas là, t'es pas là. Ouais. Après, c'est comme ça. Je pense qu'il y a des profils qui sont plus pour je pense à Norbert Tarrer, par exemple. Norbert qui a eu une carrière fulgurante et qui, moi, m'impressionne parce que c'est un mec très, très intelligent dans ses choix, dans ce qu'il fait. Denis Ambroisi, c'est un peu pareil. Hein. Juan Arbelaez, c'est pareil. C'est des mecs qui ont choisi une gamme de restos qui décline et qui fait que c'est pas le même métier en fait. Non, c'est pas le même métier. Et pour moi, ces mecs-là, c'est plus des mecs du showbiz maintenant. Et ils ont réussi parce que ça reste des garçons très intelligents qui font des concepts qui peuvent marcher sans eux aussi, mais avec leur nom imposé. Et Norbert, il a... Enfin, moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont dénigré à l'époque, notamment des grands chefs. Et je pense qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se disent le mec, il a quand même tout compris. Et moi, j'ai eu la chance de faire un tournage avec lui sur SOS Cantine là, il y a quelques temps. Et je le connaissais pas du tout. Et en fait, je l'ai vraiment découvert. Et j'ai été vachement choquée de l'homme que c'était, quoi. Et il est très intelligent et voilà. En fait, il a un côté trublion et donc du coup, on croit que le mec est léger, mais en fait non, il y a vraiment du fond. Comme il anime, il amuse un peu la galerie. Au début, je pense qu'il y en a plein qui l'ont regardé en mode, il est mignon celui-là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de grands chefs surtout qui se sont dit le gars c'est un produit télé, mais en fait. Pas du tout. Et là aujourd'hui, le fait qu'il reprenne une place comme il a prise, je pense que ça plaît et je pense qu'il a vraiment bien géré sa carrière, quoi. Mais c'est vraiment des profils différents. Il y a vraiment des chefs. Enfin, quand on sort de Top Chef, il y en a vraiment qui s'orientent vers des chefs de leur restaurant. Je pense qu'il y en a plein. Je pense à Thibaut Spiwak, je pense à Victor Mercier, Ludovic Turac aussi qui est sorti de Top Chef aussi, Vanessa Orbuski qui était à Marseille aussi qui a eu son resto pendant 15 ans. Moi qui suis vraiment des gens on est dans nos cuisines et on veut faire un truc à petite échelle, on se développe pas en nombre mais plutôt en qualitatif. Et puis après il y a des produits qui marchent très bien aussi et qui sont sur des choses qui n'ont rien à voir, mais c'est important quand même vraiment d'avoir un ancrage familial costaud et privé en général et professionnel aussi, d'être bien entouré parce que c'est vrai que c'est des émissions qui peuvent vite faire tourner la tête. Et c'est important, pour moi ce qui est le plus important c'est pas Top Chef mais c'est l'après Top Chef justement, ce qu'on en fait en fait de tout ça. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir Signature ? Quand je suis partie de la Pergola, c'était un peu une histoire compliquée. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est du passé et que moi je vis dans le futur et dans le présent. Mais c'est vrai que c'était une histoire compliquée avec le papa de mon fils aîné. Donc on a ouvert en mars 2016, on a fermé en mai 2018. Enfin moi j'en suis partie en tout cas en mai 2018. Et je me suis un peu retrouvée le bec dans l'eau à me dire mince, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai plus rien. Plus de travail, plus de...
J'avais mon fils à gérer quand même, donc en fait je me suis un peu secouée en me disant mais en fait il faudrait que j'ouvre un resto, mais j'ai pas d'argent. Et c'est là où Michel Saran m'a aidé personnellement, hein. Il n'a pas été ni associé ni investisseur, mais il m'a aidé personnellement à déjà à prendre de la bonne orientation. Il m'a dit Colline, il faut que tu trouves quelque chose qui soit petit mais qui soit à toi, qui soit à ton image. Il faut que tu fasses ton lieu à toi. Et du coup j'ai visité ce lieu là, Signature, qui était dans un quartier un peu particulier parce qu'on est au Rouet, donc c'est le 8e. Donc dans le 8e il y a énormément d'habitations, donc il y a une très belle clientèle. Bizarrement, on est loin de rien, mais on est un peu excentré. Ouais. Mais en même temps, ça me plaisait aussi de ne pas être au milieu de tout le monde. J'avais visité un resto, je me souviens, qui était entre l'Intercontinental et entre Tableau Sud, vraiment sur la place de la mairie là. Ouais. Et là, je me suis dit non mais c'est pas possible. Je peux pas être entre deux étoilés, c'est pas possible. Ouais. Donc ça me plaisait aussi d'être un peu excentré. C'est vrai que j'avais un peu l'exemple d'Alexandre Mazia qui est rue Paradis, qui est un peu tout seul dans son coin aussi. C'est clair. Ouais. Et puis l'exemple de Saison de Julien Diaz et Guillaume Bonneau qui était aussi à Castellane, et ça cassait un peu les codes quoi. Donc je me suis dit finalement en fait j'ai pas vraiment les moyens d'aller ailleurs. Ce lieu il m'a tapé dans l'œil parce que je trouvais que la configuration était un peu particulière. Et en fait j'ai acheté une bouchée de pain en décembre 2018, donc quelques mois après avoir quitté la Pergola. Décembre 2018, j'ai fait des travaux avec ma maman pendant 6 mois, donc on est venus toutes les deux 7 sur 7. On s'est arrêté je crois 3 jours pour Noël, et puis en fait elle est venue pour m'aider à gérer mon fils, donc elle faisait les allers-retours pour l'école, et puis moi en fait des fois je partais d'ici, il était 3h du matin quoi. C'était n'importe quoi ce projet, mais en même temps j'étais tellement dedans que je me suis dit en fait il faut que je fasse mes travaux pour vite ouvrir, pour vite faire quoi. Ouais. Et puis j'avais pas suffisamment d'argent pour faire les travaux, donc j'avais pas vraiment le choix. Donc j'ai mis la main à la pâte, on a monté les murs en parpaing, on a fait le placo, j'ai fait le carrelage, on a fait les toilettes. Il n'y a que la cuisine où j'ai fait mur, sol, j'ai carrelé, on a fait le plafond et tout ça, mais la cuisine a été faite par Provence Froid. Mais c'est vraiment la seule chose qui a été faite par quelqu'un d'autre que moi et ma mère. Et on a ouvert en avril 2019, le 29 avril 2019. Donc c'était un gros projet. Je pense que j'avais vraiment besoin de faire ce projet-là seul pour m'accomplir un petit peu et puis pour me prouver que j'en étais capable aussi. Parce que l'histoire de la Pergola c'était quand même pas facile, et puis en plus c'est dans un quartier très particulier, donc c'était quand même un peu dur d'évoluer là-bas. Donc, parce qu'autant le Rouet c'est pas central par rapport à pas mal de personnes, mais t'y vas en fait, c'est facile. Oui, le Rouet. Les quartiers nord t'y vas un peu moins facilement quoi. Ouais, puis les quartiers nord on se faisait péter les vitres des voitures, c'était trop compliqué quoi. C'était un lieu qui était ouvert que le midi parce qu'en fait je pouvais pas ouvrir le soir. Ouais. C'était trop compliqué d'ouvrir le soir, et pourtant on avait un parking fermé, mais on payait limite la serveuse pour qu'elle surveille le parking pendant le service. C'était pas possible. Mais c'était un très beau lieu. C'était un très beau lieu qu'on avait pris, on avait mis énormément aussi d'énergie dedans, mais voilà, je pense que j'avais vraiment de faire mon petit cocon à moi, petit, serein, pour aller plus loin aussi. Donc ici, c'est vrai que c'est un peu... c'est un peu la maison, ça ressemble un peu à une petite maison. Ouais, c'est un peu ma reconstruction aussi, ça va mon poulot. C'est un peu ma reconstruction aussi, c'est vrai, c'est des vrais choix. Pourquoi Signature ? Parce que c'est du bois de chez mon papa, donc du bois de Bourgogne, de mon village natal. Pour les tables. Voilà, pour les tables, pour le bar aussi, c'est du bois de mon arrière-grand-père. Et puis ma signature, tout simplement parce qu'en fait, c'est moi qui ai tout fait, quoi. Donc c'était pas compliqué de trouver un nom cohérent. Et puis après, c'est un restaurant qui a évolué tout le temps. J'ai refait des travaux tous les ans. Donc au début, on avait une salle à l'intérieur, on a switché. J'ai couvert la terrasse avec du bioclimatique pour pouvoir faire une salle côté jardinet, je sais pas comment on peut l'appeler. Patio. Pour agrandir, côté patio, pour agrandir un peu la cuisine, pour faire un local pâtisserie parce que c'était pas assez grand. Et puis voilà, puis on a refait tout le placo là il y a 2 ans. On a refait un peu tout propre parce que du coup, vu que c'était la terrasse, il y avait des murs extérieurs qui se retrouvaient à l'intérieur. Et ici, enfin bref, c'était un peu un patchwork. Donc on a tout refait en blanc. J'ai refait le carrelage pendant le confinement, pendant que mon équipe faisait la vente à emporter. On a aménagé aussi la terrasse avec mon conjoint pendant le premier confinement. Donc j'ai fait un petit local pour mettre une chambre froide. On a développé vraiment tous les ans, au fur et à mesure. Et on a eu beaucoup de chance parce qu'en fait, on a ouvert en avril 2019. Et on a eu l'étoile en janvier 2021 pendant qu'on était fermés pendant le Covid. Tu t'y attendais ? Alors je m'y attendais pas du tout parce que je trouvais que c'était un petit peu tôt. Puis de toute façon on était fermés. C'était le Covid, donc c'était particulier. Après nous on a fait énormément d'emportés pendant le confinement. Pas pendant le premier où on a fermé 3 mois, mais pendant le confinement qui a été plus long. Ouais. On a fait beaucoup d'emportés. On s'est fait vachement plaisir sur les menus justement de fête. Donc on a vraiment développé un truc très qualitatif au niveau de l'emporté. Moi ça m'a fait... ça m'a appris beaucoup de choses cette fermeture parce que
parce que de faire de l'emporter, c'est vraiment notre métier. Et en fait, on s'est développé un peu là-dedans aussi et on s'est rendu compte que ça marchait vraiment bien. Donc, on faisait vraiment des menus très élaborés. Où on faisait des petites fiches explicatives pour la réchauffe, pour que parce les que c'est un clients, vrai enjeu, puis tu peux pas mettre un truc avec de la sauce, sinon ça va boire, le riz va le boire. Enfin, il y a plein de choses à penser. Ouais, il y a plein de choses à penser, mais on a la chance aujourd'hui quand même d'avoir plein de petits trucs. Enfin, on faisait du sous-vide, on mettait les petites sauces dans des petits pots, on avait des barquettes en bambou bio qui étaient pas compostables, qui faisaient du tri, voilà. Qui se recyclaient. Enfin, on a eu la chance de pouvoir travailler avec des choses éthiques, éco-responsables et en même temps de développer vraiment pendant cette période-là, parce que je pense qu'on a touché beaucoup de clientèle qui ne nous connaissait pas, parce qu'on n'était pas beaucoup d'étoilés à faire de l'emporter. Et finalement, en fait, on s'est fait vachement connaître pendant cette période-là. Donc, on a eu pas mal de clientèle qui est venue après. Trop chouette, ça. Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur quand tu as eu la première étoile? Ben forcément c'est une explosion, enfin on n'y croit pas quoi. En plus ça c'est tombé pendant 2 semaines où on était fermé, où j'étais en Martinique parce que ma sœur vivait en Martinique, donc j'étais partie avec mon chéri, mon fils, mon autre sœur, donc on était vraiment en famille. Normalement il y a une cérémonie de la remise des étoiles. Alors il y avait une petite cérémonie, mais moi j'étais en Martinique, donc en fait Et t'avais pas invité? Bah si, mais tu croyais tellement pas que du coup non, c'est pas ça, mais en fait ils m'ont appelé genre la veille quoi, et en fait je rentrais, mon avion arrivait le jour même de la cérémonie quoi, donc je dis bah mince, j'arrive à l'aéroport 2 heures après la cérémonie, donc c'était foutu. Mais ils m'ont appelé, je me souviens que c'est une femme du Michelin qui m'a contactée sur WhatsApp, et en fait j'étais déjà il y avait un petit décalage horaire, pas beaucoup mais quand même. Et puis j'étais en train de faire du surf et du coup je n'ai fait que rater ses appels, donc je me suis dit mais c'est qui cette dame qui me harcèle? Donc j'ai écrit, mais la personne a eu le message pendant la nuit en France. Enfin bref, il y a eu un décalage pendant 2 jours, on a tenté de se joindre et en fait elle a fini par me dire il faut vraiment que je vous appelle, Wenda Poudlenek aimerait vous contacter. Et là je me suis dit oh pétard. Mince. Enfin, après Alexandre Mazia m'avait un peu parlé en me disant ouais ils font un gros truc sur Marseille, c'est bizarre, est-ce que tu aurais pas l'étoile? Je disais non mais pas du tout. Enfin, du coup j'avais été ouverte 10 mois, enfin entre 10 et 11 mois, donc je trouvais que c'était court quoi. Mais c'est vrai que l'emporter on avait fait beaucoup de choses, donc je me suis dit peut-être aussi qu'ils mettent en avant le fait qu'on se soit bougé pendant l'emporter, enfin pendant la fermeture. Donc bref, c'était un ensemble de choses où je me suis dit waouh, ça arrive maintenant. Après j'avoue que ça m'embêtait un peu d'être une étoilée du Covid, parce que j'avais un peu peur de l'avis des clients, de dire ouais ils ont eu l'étoile alors qu'ils sont fermés. Donc c'était un double enjeu pour l'année qui a suivi, et pour moi on n'avait pas vraiment l'étoile la première année. Pour moi dans mon cœur on l'a vraiment eu en 2022 quand on l'a renouvelé, quand pour le coup j'ai été invitée à une cérémonie et où là j'étais pas sur scène mais j'étais à la cérémonie du Michelin avec une veste avec une étoile, et je me suis dit waouh ça y est c'est acté, on l'a, et c'était chouette. Et on la garde. Ouais, on fait tout pour la garder. Donc là il y a une grosse actu pour toi en ce moment. Donc pour les non-marseillais, donc il y a un restaurant qui est légendaire qui s'appelle l'Épuisette, qui est avec une vue incroyable sur la mer. Enfin, c'est un des restos qui a la plus belle vue, clairement je pense, de tout Marseille. Avec Paseda, je pense que c'est les 2 spots. Enfin, le Tableau Sud est pas mal aussi, mais c'est vraiment sur le Vieux-Port, donc c'est différent. Mais Paseda est vraiment sur la corniche. Nous, on est sur la corniche aussi. Puis vous êtes sur l'eau. Enfin, alors j'ai pas fait Paseda, mais là, t'es vraiment sur l'eau. Il y a un truc qui est juste. C'est sur le bout du rocher en fait du Vallon des Offres. Le Vallon des Offres, déjà, c'est un lieu mythique à Marseille. C'est un petit vallon qui est un petit port de plaisance qui est exceptionnel, de par son histoire et de par sa localisation, effectivement. Donc oui, il y a une grosse actu puisque l'Épuisette a dû rendre le lieu. Donc depuis le 3 janvier, enfin le 1er janvier, nous sommes maintenant détenteurs du lieu avec un droit d'exploitation pendant 10 ans, parce que c'est le domaine public. Donc en fait c'est simplement une AOT, donc une autorisation d'occupation du territoire. Donc c'est des autorisations, c'est comme si on était locataire. Donc rien n'est à nous. On signe pour 10 ans et dans 10 ans il y aura de nouveau une mise en concurrence. Donc là ça a été un appel d'offres. Ça a été un appel d'offres qui a été mis sur un site public, sur le site de la métropole. Voilà, ça a fait beaucoup d'émoi et ça. Il y a beaucoup de grincements dedans. Voilà, il y a eu beaucoup de grincements dedans. Je pense tout simplement parce que c'est vrai que Bernard Bonnet, qui était l'exploitant, donc que ce soit très clair pour tout le monde, il employait Guillaume Sourieux, qui était le chef, qui était salarié depuis 25 ans. Qui n'était pas chez lui,
donc c'est différent aussi d'un chef qui s'est investi. Je dis pas qu'il s'est pas investi, attention, hein, que ce soit pas déformé non plus, ça. Mais c'est vrai que il n'avait pas lui d'argent dedans, d'investi dedans, mais beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et beaucoup de travail. C'est évidemment. émotionnellement. C'est émotionnellement. Il a quand même tenu une étoile pendant 21 ans. Enfin, donc c'est pas rien. 21, même peut-être c'est jusqu'à cette année, ça fait 22 ans d'étoile. C'est quand même une longévité et un travail du quotidien qui est grandiose, parce que je pense que le plus dur dans les étoilés, c'est d'être constant et d'être régulier. Donc voilà, c'est c'est vraiment quelque chose de très beau d'être étoilé pendant 22 ans. Maintenant, pour ce qui nous concerne, j'ai rien fait de mal à personne. J'ai effectivement simplement répondu à un appel d'offres, sachant que ça faisait quelques temps sur Marseille qu'on entendait que Bernard Bonnet voulait vendre l'épuisette. Malheureusement, la configuration de l'AOT fait que en fait, c'est quelque chose qui n'est pas vendable, qui n'est pas cessible. Une autorisation, c'est vraiment un titre personnel, donc c'est lié à une personne et elle ne peut pas être cédée. Donc il n'y a qu'un appel d'offres qui pouvait faire en sorte que en fait, voilà, qu'ils perdent entre guillemets l'exploitation du lieu. Malheureusement pour eux, notre dossier a été plus concluant. Heureusement pour nous, parce que moi c'est vrai que c'était un rêve de gamine, hein. C'est un lieu qui fait rêver. Et justement, quand j'étais venue passer mon bac, je me souviens d'avoir dit à ma mère, un jour je travaillerai ici. Ah, génial. Donc j'ai pas eu l'occasion avant, parce qu'en fait mon parcours c'est un peu fait rapidement. Pourquoi j'ai pas postulé avant à l'épuisette? Parce que je pense que j'avais besoin de faire des grandes maisons plus étoilées. Parce que l'ambition d'une étoile pour ma formation, c'était pas assez. C'est pas que c'est pas assez, mais je vois très bien aujourd'hui ce que ça représente une étoile et ce que représente 3 étoiles. Donc je pense que qui peut le plus peut le moins. Donc moi j'ai toujours voulu me former chez des 3 étoiles. Voilà, c'est comme ça. Mon père est entrepreneur. Il m'a dit, écoute Charlotte, tu fais les erreurs chez les autres et après tu montes ta maison. Oui, voilà. Non, mais c'est un peu ça. Mais enfin, quand je suis arrivée au Castellet, il y avait 2 étoiles, mais le chef avait vraiment l'ambition d'aller chercher la 3e. D'ailleurs, ils l'ont eu pas très longtemps après. Donc c'est vrai que j'ai toujours voulu me former chez les 3 étoiles, chez les meilleurs. Et c'est aussi pour ça que je suis pas allée travailler ni à Tableau Sud, ni à l'Épuisette à l'époque où je cherchais après le Bristol, où je cherchais un poste ici. Donc bref, donc tout ça pour dire qu'effectivement nous avons gagné l'appel d'offres par voie légale, voilà, et il n'y a pas eu de dessous de table, il n'y avait rien eu de tout ça. Et comme tu es une femme et pas une vraie Marseillaise. Oui, alors je pense justement sur ce sujet que les gens qui naissent à Marseille n'y vieillissent peut-être pas forcément. Les gens qui choisissent d'y vivre, ils vieillissent et ils meurent. Donc moi, c'est un vrai choix que d'être ici. C'est une vraie passion pour cette ville, parce que justement le fait de ne pas être née là, j'aurais pu aller partout ailleurs. J'ai souhaité m'installer à Marseille parce que c'est une ville qui m'a vraiment transcendée et qui m'a vraiment touchée. Mon conjoint est marseillais, mes enfants sont marseillais, donc voilà, maintenant je suis les 2 pieds dedans et je peux plus en sortir. Mais c'est un vrai choix. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui a été de ma part. Donc oui, moi je me suis toujours considérée comme marseillaise et ça fait plus de 15 ans que je suis là maintenant. Et puis écoutez, si les gens ont envie de dire que je ne suis pas née ici, oui c'est vrai, mais je pense que je suis arrivée assez jeune pour avoir une empreinte marseillaise très marquée. Moi je dis souvent, moi je suis une vraie parisienne, hein. Je suis née à Paris, okay. J'ai grandi à Paris, je suis venue à Marseille, j'ai eu mes 2 enfants à Marseille, je suis retournée à Paris et je suis revenue à Marseille. C'est vrai. Et du coup mon nouveau conjoint est marseillais, j'ai fait la plus belle déclaration d'amour à Marseille. Enfin, je suis partie, je suis revenue quoi. Enfin, et toi pareil, du coup t'es partie, t'es revenue. Moi je suis partie. Tu sais pourquoi t'es partie, tu sais pourquoi t'es revenue quoi. Oui, mais moi c'était juste d'un point de vue professionnel. C'était vraiment pour me former, parce que si j'avais pu faire toute ma carrière ici, et c'est ce que je dis aujourd'hui à mes jeunes, j'ai avec moi la chance en cuisine d'avoir Rémi qui est là depuis 5 ans, qui est arrivé à 18 ans, qui était mon premier stagiaire, après mon premier apprenti. Rémi, je lui dis, pour moi Paris c'est un passage obligatoire en termes de formation, mais je lui disais t'as encore le temps, il a 23 ans, s'il y va à 30 ans c'est génial. Donc bon voilà, mais c'est pour moi un passage obligatoire. Maintenant moi j'y suis allée vraiment que pour me former, pour faire une école supérieure qui n'existait que à Paris à l'époque. Maintenant en Ferrandi ils ont dupliqué un peu à Bordeaux, enfin à d'autres endroits, mais moi ça n'existait que à Paris, donc c'était vraiment pour me former et je suis revenue dès que j'ai pu quoi. Comment tu écoutes ton intuition? Comment j'écoute mon intuition? Ça, c'est une question qui n'est pas des moindres. J'ai l'impression quand même, j'ai le sentiment un peu d'avoir une bonne étoile qui me guide. Mon intuition intérieure, elle est assez claire. J'ai l'impression que je sais ce que je dois faire. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais je crois beaucoup au karma aussi. Moi aussi, des fois quand je me prends des petites claques, je me dis c'est peut-être pour ça, c'est peut-être pour ça, mais je pense que
au fond de soi, on sait quand on pense avec le cœur et quand on pense pas avec la raison. Au fond de soi, on sait ce qui est bon pour nous et ce qui est bon pour la suite ou pas. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que du coup, en allant à l'épuisette, donc qui va s'appeler Ofo, Oui. tu vas perdre ta première étoile. Oui, je vais perdre mon étoile. C'est quelque chose qui ne me choque pas, entre guillemets. C'est plus un choix aussi, parce que j'aurais aussi pu dire au guide Michelin que je cherchais quelqu'un pour maintenir l'étoile chez Signature, juste par fierté, pour dire que Signature ne perdait pas son étoile. J'ai préféré être transparente, parce qu'en fait, je ne sais pas du tout quelle sera la suite pour Signature. Enfin, oui, là, dans un futur proche, oui. Mais dans un futur plus loin, je ne sais pas. Donc, je voulais pas me mettre cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et je préfère que ce soit très clair aussi pour la clientèle que Signature n'a plus d'étoile au 31 mars, puisque la cérémonie du Michelin est au 31 mars. Donc, à partir du 1er avril, Signature n'existera plus. Ce ne sera plus un lieu étoilé. Et effectivement, Ofo devra aller chercher son étoile à elle pour 2026. Et même plusieurs, plus tard. On espère, voilà, mais on brûle pas les étapes, on monte les marches les unes après les autres. Je pense que c'est important de ne pas être trop pressé. Moi, j'ai souvent voulu tout de suite les choses, mais la maturité. Ouais, puis je pense qu'il faut se donner les moyens de se construire et de faire quelque chose sur la longévité, sur du long terme, sur des bases solides. Et ça se fait pas en 2 jours. Ouais. Comment tu célèbres tes réussites ? Comment je célèbre mes réussites Ça dépend lesquelles, mais souvent c'est avec mes proches, quand même, et avec mon équipe. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi ? Je pense que c'est peut-être à Top Chef que je me suis dit finalement pourquoi pas moi, quand je voyais que que je passais les étapes les unes après les autres. Je me suis dit pourquoi en fait je grandirais pas et pourquoi je passerais pas un cap et pourquoi pourquoi ça ne marcherait pas pour moi. C'est quoi pour toi la réussite ? Pour moi, la réussite, c'est se donner les moyens de réaliser ses envies et ses rêves. Voilà, à partir du moment où on se fixe des objectifs, la réussite, c'est de les atteindre. Même si, moi, quand j'ai fait quelques concours, par exemple, on a fait donc la meilleure brigade de France avec mon équipe en 2022, le concours de Gilles Goujon, qui était un super concours, et je me suis dit, voilà, ce qui serait top, c'est d'être dans les 3. Ce qui serait génial, c'est d'être dans les 3 premiers. Mais je vais pas dire que je vise jamais la première place, mais je me dis tout le temps que le plus important, c'est l'expérience qu'on en fait, ce que ça nous apporte personnellement et professionnellement. Et le fait de gagner ou de pas gagner, c'est pas grave en soi, quoi. Ouais, t'as gagné rien qu'en participant et en apprenant. Oui, voilà. En fait, si on apprend des choses et qu'on remplit les cases qu'on s'était fixées, c'est une victoire aussi. Et un échec, c'est quoi pour toi ? Un échec, justement, c'est de ne pas réussir à atteindre ses objectifs. Maintenant, chaque échec est bon à vivre aussi parce qu'il nous construit. C'est bête, mais moi, j'ai raté 3 fois le code moto. Et en fait, il me restait une présentation à l'examen du code, une présentation à l'examen de conduite. Et je me suis dit, bon, Colline, le permis moto, tu le veux depuis toujours. Donc maintenant, voilà, t'as pas le choix. Là, il faut que tu l'aies, quoi. Et en fait, je l'ai eu, mais ça, je l'ai vraiment pris comme un échec. Et je me disais, c'est très bien. Ça te rappelle aussi que tout n'est pas acquis et que il faut travailler, il faut se perfectionner. Alors bon, là, pour le coup, c'est pas lié à la cuisine. Je vais pas dire que j'ai tout réussi en cuisine, parce que c'est pas vrai. Des fois, on rate des choses. Mais je pense que chaque échec nous apporte énormément aussi. Je pense qu'il faut en trouver le positif et se dire, voilà, il faut avancer, il faut. La vie nous apprend forcément quelque chose dans un échec. C'est Christophe Michalak qui me disait que comme un gâteau, c'est comme dans la vie, un gâteau, tu vas pas, pour le citer, tu vas faire des gâteaux de merde et à un moment donné, tu vas faire le gâteau qui va gagner le championnat du monde. Oui, quoi. Oui, voilà. Ouais. Oui, nous, des fois, il y a des plats qu'on essaye où en fait, c'est pas du tout comme on avait l'idée qu'on s'était faite en tête. Mais finalement, on se dit non, mais en fait, il faut pas qu'on fasse ça parce que ça ne nous ressemble pas. En fait, on a voulu trop faire un truc comme un tel ou essayer quelque chose qu'on a déjà vu. Et en fait, il faut vraiment qu'on fasse ce qu'on a au fond de nous, quoi. Et à côté de ça, il y a des trucs où tu te dis ça va rater, c'est raté. L'exemple, c'est l'exemple de la tarte tatin qui est un échec à la base. Bien sûr. Ils se sont plantés, ils ont créé un gâteau, quoi. Oui. Après, il y a toujours c'est ce que je dis, dans l'échec, il y a toujours du bon. Par exemple, je vais parler de la polémique qu'il y a eu sur l'épuisette. Pour moi, ça a été quand même très dur psychologiquement et humainement parce que je fais pas partie de ce monde-là, des gens qui critiquent, des gens qui, moi j'avance et puis je pense que je me suis toujours donné les moyens d'être respectée et d'être quelqu'un de normal et d'être quelqu'un de sain. Donc là, je suis un peu jugée pour un crime que j'ai pas commis, donc c'est hyper dur. Et en même temps, je me dis, Colline, prends les choses comme elles sont.
apprends aussi de ces échecs-là, justement. Et en fait, j'apprends beaucoup. Je sais que il faut que j'apprenne à prendre du recul, il faut que j'apprenne à prendre de la hauteur, il faut que j'apprenne à communiquer de façon claire et précise pour justement ne pas tromper les dires. Donc en fait, il y a. Voilà. Tu t'es fait accompagner du coup pour justement cette entre guillemets communication de crise, si on peut dire. Je me suis fait accompagner, non. Enfin après, il y a des. Oui, je travaille avec une psychologue parce que, psychologue, psychothérapeute. Enfin, on peut dire un peu coach de vie. On peut, la citer un peu comme n'importe comment, mais je l'ai vu pas énormément, mais ça m'a fait du bien quand même de décharger de vider mon sac comme on dit. Et puis mon équipe a été très très présente parce qu'ils me connaissent bien quand même, donc ils m'ont beaucoup rassuré sur beaucoup de choses. Et puis évidemment mon conjoint qui lui a beaucoup de détachement et est quelqu'un de très calme et c'est pas quelqu'un qui va aller au conflit, qui va aller à... Il t'apaise. Ouais voilà, donc beaucoup d'apaisement et beaucoup de compréhension et beaucoup d'accompagnement. C'est surtout lui je pense qui a apaisé le truc quoi. Ouais. Et puis le groupe aussi Denis et Christophe Denis Allegrini surtout qui m'a beaucoup appelé, qui m'a dit Colline, t'inquiète pas, on sait ce qu'on a fait, on sait ce qu'on n'a pas fait. On est droit dans nos baskets, on est droit dans nos bottes. On continue notre projet, on pense à l'après. Nous, on est très contents de faire ce projet-là avec toi. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de positifs quand même. Trop chouette. Beaucoup de chefs aussi, pardon. Ouais. Beaucoup de chefs, faut pas les oublier quand même parce que je pense à Lionel Lévy notamment qui a été quand même très présent, qui m'a appelé en me disant bon, tu vas ramasser, sois prête. Enfin, il m'a pas voilé la face quoi. Mais tout le petit groupe de Gourmet Méditerranée qui est une association de chefs là, j'ai eu beaucoup de messages de soutien de Delphine Roux, de beaucoup de gens et ça fait du bien quoi. Ouais. Ça fait du bien. De se sentir soutenu. Ouais, de se sentir soutenu. Vérane Frediani, Anne-Sophie Pic qui m'a écrit un message il y a pas longtemps de soutien. Enfin, c'est bête, mais on se dit effectivement, on n'est pas seul et il y a des gens qui sont derrière nous et qui croient en nous. J'ai eu la chance d'être nommée à la liste aussi pendant cette période un peu compliquée. Donc Vérane Frediani a été très présente aussi. Georgiana Vieux. Enfin, je peux en citer plein, mais alors la liste, moi j'ai dit que c'est la même chose que dans Emily in Paris. Alors tu regardes pas la télé, donc peut-être pas vu. En gros, il y a un chef qui est nommé dans la liste. Je ne connaissais pas avant. C'est vrai. Alors autant le chef, je connais très bien parce que c'est Anne Luzin qui dirige, c'est une de mes très bonnes amies. Ouais. Donc du coup, je connaissais très bien, mais par contre la liste, j'ai dit, je sais pas si c'est la même chose. Ouais. C'est pas la liste, c'est avec des algorithmes et puis après il y a des titres spéciaux, mais c'est des classements plus par rapport à des commentaires de clients. Donc c'est intéressant aussi, c'est une liste qui est très intéressante parce que ça classe les restaurants suivant finalement c'est la nos jurys, nos jurys du quotidien. Ouais, donc c'est pas pareil, c'est pas comme dans Emily in Paris. Non, peut-être pas. Après, je connais pas mais série très très intellectuelle. Hein. D'accord. Bon, je vais pas perdre du temps. Non. C'est si tu as juste besoin de lâcher prise et voilà, de se vider la tête. C'est ça, c'est exactement ça. Mais non, moi c'était 10% ma série c'est sympa me faisait aussi. un peu lâcher prise justement. Les bonnes séries françaises. Mais ça a fait beaucoup de bien parce que le titre spécial c'était jeune talent de l'année et c'est vrai que c'est cool quoi. Trop chouette. Qu'est-ce que tu penses que la petite Colline de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut se dire à 6 ans en regardant un adulte, c'est bien ce qu'elle fait, voilà. Mais ça resterait des mots d'enfant, quoi. Mais toi, tu voudrais lui dire quoi? Je sais pas trop, moi je me vois plutôt, je répondrais plutôt à cette question par rapport aux yeux de mon fils qui a 11 ans, avec qui je suis quand même très exigeante et donc du coup sa vie n'est pas facile. Parce que l'exigence des autres c'est quelque chose qui est, j'attends beaucoup des autres, j'oublie pas que c'est un enfant, attention, mais l'autre fois il m'a fait limite un peu avoir les larmes aux yeux parce que ça m'a beaucoup ému parce que justement il me disait qu'au collège on leur avait demandé de s'identifier à quelqu'un et de dire pourquoi on s'identifie à cette personne-là et du coup il m'a dit tu sais qui j'ai dit? Je dis non. Il m'a dit je t'ai cité en disant que t'étais quelqu'un qui lâchait jamais rien et qui travaillait beaucoup et qui était très ambitieuse et qui réussissait tout, et ça m'a fait vachement plaisir parce que je me dis finalement est-ce que c'est pas la plus belle reconnaissance du monde que d'être un exemple pour ses enfants? C'est sûr. Donc j'espère que la petite fille de 6 ans elle dirait pareil quoi. Et toi tu veux lui dire quoi à cette petite fille de 6 ans? Rien que c'est important non, mais c'est ce que je dirais à mon fils, que en fait c'est important de se donner les moyens de réaliser ce qu'on a envie de faire et de jamais lâcher, de persévérer et d'aller au bout des choses et d'être fier en fait de ce qu'on fait au quotidien, quoi, d'avoir des belles valeurs et de les transmettre, de rester aligné. Ouais, exactement. On dit que dans la vie, il y a une phrase qui dit quand dans la vie on fait des choix, il y a des renoncements.
C'est quoi du coup pour toi les renoncements en ce moment? Les renoncements, par exemple, c'est quelque chose de bête dont je vais vous parler, mais moi j'ai toujours été fermée le vendredi et le samedi et le dimanche chez Signature parce que justement j'ai 2 enfants. Et aujourd'hui, l'Épuisette a toujours été un lieu qui a été ouvert le samedi. Donc aujourd'hui, je vais être obligée d'être ouverte le samedi. Je vous cache pas que c'est quelque chose qui me fait un peu de tort parce que je me dis que c'est une journée en moins de passer avec mes enfants et aujourd'hui j'ai pas envie de me retourner, de me dire que je les ai pas vus grandir. Donc le renoncement, c'est un peu ça, c'est de moins voir mes enfants au détriment de mon travail, de plus choisir le travail au détriment de mes enfants, alors que c'est pas du tout un choix, c'est plus que pour le coup j'ai pas vraiment le choix, même si je serais chez moi, il y a des choses sur lesquelles on peut pas lutter. Et je pense que de fermer un lieu comme l'Épuisette un samedi, c'est pas possible, quoi. Ouais. Donc j'espère que c'est pour ça que si je parlais tout à l'heure de l'équipe, c'est important d'avoir une bonne équipe, d'être soudé, et de bien les connaître, parce que j'espère que je le dis ouvertement et en toute transparence, que le samedi je pourrais être pas trop là, parce que mes enfants, c'est quand même ce qui compte le plus dans cette vie-là. Donc c'est beaucoup de renoncement par rapport au fait de les voir grandir, quoi. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser dans ta vie? Je pense que la plus grande difficulté, je dirais qu'il y en a 2, carrément. Ça a été le départ de la pergola avec le père de mon fils aîné, parce que ça a été une période où je me suis vraiment retrouvée sans rien, donc une période de remise en question qui a été énorme. Ça a été difficile et je pense que là, la période que je viens de traverser avec l'Épuisette, je pense que c'est les 2 périodes les plus difficiles de ma vie. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui? De quoi je suis la plus fière aujourd'hui? Je suis fière déjà d'en être où j'en suis par rapport à ma carrière. Je suis fière d'être maman parce que c'est une vraie fierté pour moi, parce que je pense que quand j'ai commencé la cuisine, en gros, on m'avait un peu fait comprendre que d'être ambitieuse et d'être maman, c'était pas compatible. Donc, je suis très très fière de réussir à mener de front ces 2 jobs, parce que mes enfants, c'est vraiment ma fierté. Quand je les vois grandir, quand je vois ce qu'ils sont, je suis très fière. Et puis aussi, d'avoir une équipe qui est soudée, de faire ce travail sur l'humain. Je suis assez fière du management que j'arrive à maintenir. J'ai pas du tout de turnover dans mon équipe, donc je pense que c'est lié aussi. Il y a que des hommes dans ton équipe? Non, il n'y a pas que des hommes. Il y a ma chef pâtissière, Sophie. J'ai eu une sous-chef, Charlène, qui est partie, elle, pour être maman aussi, pour devenir maman et pour monter son restaurant à Pernes-la-Fontaine. J'ai eu une jeune fille en salle aussi, Anaïs, pendant un petit moment. Non, il y a eu pas mal de jeunes filles, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a que ma chef pâtissière et moi. Alors c'est pas du tout un choix, c'est qu'on juge pas du tout au genre, mais plutôt aux professionnels qu'on a en face de nous, voilà, exactement. Mais c'est vrai que moi je tiens à travailler avec des femmes aussi. J'aime beaucoup travailler avec des femmes. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui? Le conseil que j'aurais aimé recevoir, je pense que je l'ai reçu. Moi j'écoute beaucoup ma mère, parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses dans sa vie et je trouve qu'elle est toujours très juste, et ma mère m'a souvent dit qu'il fallait croire en soi et qu'il faut pas écouter les autres, qu'il faut pas écouter les autres qui sont négatifs, évidemment, parce qu'il faut écouter pour le coup les gens qui vous apportent des choses positives. Mais je pense que c'est ce que j'ai envie de dire à n'importe quel jeune, n'importe quel collaborateur, n'importe quelle personne qui a envie de faire des choses et qui n'ose pas, c'est qu'il faut écouter son envie intérieure et il faut se faire confiance. Ton prochain défi, je crois qu'on le connaît. Ouais, mon prochain défi, c'est aussi de faire une belle transition sur Signature, qui va être repris d'ici quelques semaines par une jeune fille qui s'appelle Margot Fary, qui est en cuisine, qui fait pour l'instant des résidences à Marseille. Donc Margot reprendra les rênes de la cuisine de Signature, qui ne s'appellera plus Signature, parce qu'on a décidé d'effacer vraiment mon nom. Donc ça, c'est le premier challenge. Et le deuxième, évidemment, c'est de faire une très belle ouverture à Ofo avec toute mon équipe et l'ancienne équipe de l'Épuisette. Quel jour le lancement? L'ouverture? On espère, pour l'instant on n'a pas de date fixe, puisqu'on est dans les travaux, donc on a vraiment tout refait, donc ça prend du temps.
C'est des gros travaux, les aérations, la plomberie, l'électricité. Enfin, on a vraiment c'est du lourd. tout réassaini. Et puis là, c'est pas toi qui fais cette fois-ci. Et puis là, c'est pas moi qui fais pour une fois, donc j'exploite tranquillement Signature en attendant que ça se fasse. Je travaille quand même beaucoup sur le projet au niveau des recettes, au niveau des menus, au niveau de la charte graphique. Enfin, mais sur ça, je suis très accompagnée, donc c'est chouette. C'est pour ça que c'était très cool d'être avec un groupe, un club comme le Social Club. Parce que pour le coup, moi, je n'ai qu'une chose à penser, c'est ma création, mes assiettes, enfin que les trucs cool. Donc ça, c'est vraiment un beau projet pour ça. Partie à toi. Ouais, exactement. C'est ce qui va me permettre d'évoluer aussi, de penser beaucoup plus qu'à ça. Et puis bien mener ce projet-là, et j'espère que dans 10 ans, on parlera d'OFO comme une nouvelle institution marseillaise. C'est sûr. J'espère. Et qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui nous écoutent, qui sont dans l'état d'esprit dans lequel tu étais à l'époque où tu étais chef à domicile, où tu n'étais pas à ta place? Alors, je pense que c'est toujours pareil. Je pense que rien n'est impossible. Que on n'est pas forcément dans la bonne famille, on n'est pas forcément dans le bon pays, on n'est pas forcément dans le bon environnement social, dans le bon environnement professionnel aussi. Enfin, on n'est pas forcément à la bonne place. Mais je pense que chacun sait au fond de son cœur ce qu'il a envie et ce qu'il a besoin de faire. Et je pense qu'il faut vraiment écouter cette envie-là. Aujourd'hui, en France, on a beaucoup de structures qui peuvent aider. Que ce soit dans le social, dans le professionnel, enfin il y a vraiment beaucoup de choses à Marseille, beaucoup aussi. C'est la mission de Pourquoi pas moi d'aider justement à écouter sa petite voix et trouver. Donc exactement, pourquoi pas moi finalement, il faut se le répéter peut-être tous les matins jusqu'à trouver la bonne solution, parce que moi j'ai rencontré beaucoup de femmes notamment, alors je suis pas féministe mais je trouve que c'est des questions que se posent peut-être plus les femmes justement avec ce rôle de maman et de mère au foyer aussi, que des fois elles prennent, elles arrêtent leur travail pour s'occuper de leurs enfants. C'est pas une fin en soi que d'être mère, et je pense que il faut écouter ses rêves en fait. Je pense qu'il faut vraiment se dire que dans la vie il faut pas avoir de regrets. Voilà. Dernière question, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? Il y a trop de gens à qui j'ai envie de dire merci. Il y a trop de personnes. Déjà, merci à toi pour ce podcast qui fait plaisir, parce qu'on ne prend pas souvent le temps de se poser et de parler de soi. Donc, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir répondu, parce que je me suis dit, elle me dit OK en ce moment, alors que c'est la grosse actu. Donc, merci pour ton temps. Ouais, mais parce que c'est chouette aussi de se poser 5 minutes quand même. Merci à... En premier lieu, ça fait un peu cliché, mais j'ai quand même envie de dire merci à mon conjoint qui je pense est mon équilibre quand même aujourd'hui, qui fait bien la balance entre le pro et le privé. Parce que là vous avez un petit garçon de 2 ans, donc c'est pas... Ouais, puis un grand de 11 ans, donc on est sur 2 rythmes très différents. Donc merci à lui pour le temps qu'il prend pour que moi je puisse réaliser mes rêves aussi. Merci d'être là dans son soutien. Il fait quoi lui comme métier? Il est à son compte dans le bâtiment, donc c'est pareil, il a pas mal d'heures, mais du coup il part plus tôt le matin, puis moi je l'oblige un petit peu à rentrer tôt pour prendre le relais sur les enfants. Donc merci à lui pour tout ce qu'il fait, parce que je pense que c'est pas facile d'être le compagnon de Colline Folquier avec le caractère et la vie qu'elle a. Merci forcément à mon équipe, à mes proches, parce que je les considère comme des proches, parce qu'on est une petite famille aussi. Ça va être un challenge d'ailleurs du coup parce que là donc toute ton équipe vient avec toi chez OFO, et vous allez rejoindre une partie de l'équipe aussi de mais j'ai pas peur pour ça. J'ai pas peur parce que je pense que c'est tous des gens bien, que s'ils étaient là avant, c'est pas pour rien. Moi, j'ai confiance en l'humain, encore une fois, je le dis. Donc j'ai pas peur pour ça. La mayonnaise va bien prendre. Et puis on va faire en sorte de fédérer les équipes. Donc voilà, je sais pas, j'aurais envie de remercier plein de chefs aussi, Michel Saran, Dan Bessoudo, enfin il y en a plein, Lionel Lévy, voilà, il y a plein de gens autour de moi qui m'apportent du bon, même dans mon environnement pro ici, ma petite secrétaire Christelle qui est toujours positive, ma chargée de communication aussi, enfin Anastasia qui est mon assistante, qui a toujours cru en moi et qui pour le coup a des mots qui sont vraiment magiques. Toute l'équipe de Social Club aussi, qui joue aussi un rôle très très important. Enfin il y a trop de gens que j'ai envie de remercier. Trop. Un grand merci Colline, on te souhaite de t'épanouir. Merci beaucoup. Et puis que l'épuisette se transforme en OFO et que ça soit encore plus magique qu'avant. Et j'espère bien. J'espère que OFO sera vraiment un repère marseillais. J'en suis sûre. J'irai tester. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère de tout cœur que cet épisode t'aura plu. Rendez-vous sur le site pourquoipasmoi.co pour avoir tous les liens mentionnés. Si ça n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme.
Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et recevoir des conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis pourquoi pas moi sur Instagram. Tu as tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'hésite pas à en parler autour de toi. Je te donne rendez-vous vendredi pour la newsletter et à dans 15 jours pour le prochain épisode.